À 14 ans, mon père m'a frappé 2 fois, et m'a jeté dans un blizzard à cause des mensonges de ma sœur. Ma mère a découvert la vérité, m'a recueilli, et a brisé la famille. Des années plus tard, ils ont tout perdu, et j'ai construit une vie dans laquelle ils n'entreront jamais. Salut, Reddit. Quand j'avais 14 ans, mon père a cru la mise en scène de ma sœur plutôt que mon véritable alibi. Il m'a frappé 2 fois, puis m'a jeté dehors, en plein blizzard. J'ai survécu, j'ai tout reconstruit, et j'ai tourné la page. Mais les gens qui m'ont brisé n'en avaient pas fini. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Cela s'est passé dans le Wisconsin, quand j'avais 14 ans. C'était en décembre, au milieu du pire blizzard depuis 3 ans. C'était le genre de tempête où les bulletins météo ne cherchent plus à être dramatiques, mais deviennent de simples ordres, danger de mort. Ne circulez pas. J'étais à la table de la cuisine, vers 15h30, en train de galérer sur de l'algèbre. Les équations du second degré, une vraie misère. Notre professeur utilisait un portail en ligne qui enregistrait l'activité, alors je l'avais ouvert, et je cliquais sur les problèmes au fur et à mesure que je travaillais. Ma sœur, Britney, avait 17 ans. Depuis le petit déjeuner, elle harcelait mon père pour qu'il l'emmène au centre commercial. Les jérémiades ne s'arrêtaient pas, elles changeaient juste de volume. Mon père n'arrêtait pas de dire non. Il était agent immobilier et ne vivait que pour son image et sa réputation, mais même lui voyait que les routes devenaient des pièges mortels. La glace était partout, la visibilité s'effondrait, et le vent forçait d'heure en heure. Britney ne supportait pas le « non ». Elle épuisait les gens jusqu'à ce qu'ils cèdent, et d'habitude, mon père finissait par craquer. Pas cette fois. Elle est montée à l'étage vers 16h, en piétinant, et a claqué sa porte assez fort pour faire trembler les cadres dans le couloir. Je suis resté à table. Mon père s'est remis à son journal. C'était un samedi normal, jusqu'à ce que tout bascule. Mon père avait une habitude avec nous, Britney rentrait après le couvre-feu et il en riait, j'oubliais les poubelles une fois, et j'avais droit à un sermon de 10 minutes sur la responsabilité et le nom de la famille. Ce matin-là, Britney avait laissé de la vaisselle dans l'évier, rien. J'avais laissé ma veste sur une chaise, et on m'avait dit que je transformais la maison en désastre. Maman était hors de la ville, elle s'occupait de sa sœur après une opération du genou. Elle était partie le mercredi et ne devait revenir que le mardi. Britney avait absolument tout planifié en fonction de cela. Maman était ambulancière, elle avait passé des années à repérer les menteurs. Elle aurait posé des questions que mon père n'a pas posées. Britney avait toujours été la préférée, et il ne s'en cachait pas vraiment. Elle a eu une voiture à 16 ans, j'ai eu un vélo d'occasion acheté dans un vide-grenier. Elle avait la plus grande chambre et sa propre salle de bain. J'ai appris tôt, reste discret, ne fais pas de vagues, n'attends rien. Puis, environ 20 minutes après être montée, elle est redescendue. Il ne devait pas être beaucoup plus de 16h20. Le col de son t-shirt était déchiré. Son maquillage était étalé, et du mascara coulait sur son visage en traînée parfaite, très dramatique. Elle sanglotait si fort qu'elle tenait à peine debout, elle hyperventilait comme si elle revenait de l'enfer. Le journal de mon père a glissé de ses mains pour tomber au sol. Puis, Britney a commencé à parler, entre 2 hoquets et des sanglots. Elle a dit que je l'avais suivie à l'étage. Elle a dit que je l'avais poussée contre le mur, parce que j'étais jaloux qu'elle soit la préférée de papa. Elle a dit que j'avais attrapé son t-shirt et que je l'avais déchiré. Elle a dit que je lui avais pris le visage, en lui disant que j'aurais aimé qu'elle ne soit jamais née. Elle a prétendu que je lui envoyais des SMS menaçants depuis des mois, et que je la coinçais quand nos parents n'étaient pas là. Elle a ajouté qu'elle avait trop peur de parler, car j'avais promis d'empirer les choses. Chaque mot était un mensonge. J'ai essayé de m'expliquer, vite, paniqué, en montrant la table comme si elle pouvait me sauver. Mes devoirs étaient étalés, avec des marques de crayon fraîches et des problèmes à moitié résolus. Mon manuel était ouvert. Le portail en ligne était juste là, connecté. Je n'avais pas bougé, sauf pour tailler mon crayon. Mon père pouvait me voir depuis sa chaise pendant tout ce temps. Je n'ai même pas les SMS, ai-je dit. C'est un vieux téléphone à clapet, il ne fait que les appels, et je n'ai même pas de réseaux sociaux. Mon père le savait, c'était lui qui refusait de me payer un meilleur modèle. Pendant une demi-seconde, ses yeux ont glissé vers mes devoirs, vers l'écran, et vers la forme de mon téléphone dans ma poche.
Il y a eu un minuscule instant où il aurait pu vérifier, où il aurait pu réfléchir. Puis, son visage s'est durci. Il ne m'écoutait plus. Il écoutait une histoire sur un fils qui frappe les filles, quelque chose qui entacherait sa réputation, quelque chose dont les gens chuchoteraient. Cette idée a frappé son ego comme une attaque personnelle. « Arrête de mentir », a-t-il dit. « Tu fais honte à cette famille. » J'ai continué à parler, j'ai continué à montrer l'évidence de l'emploi du temps, j'ai essayé de le forcer à utiliser son cerveau pendant 5 secondes. Rien n'a fonctionné. Il a traversé la cuisine en 3 enjambées, a saisi mon bras assez fort pour laisser des marques, et m'a arraché de ma chaise. Mon verre d'eau a volé, a frappé le carrelage, et s'est brisé. Le fracas a fait redoubler les sanglots de Britney, comme si elle avait augmenté le volume de sa comédie pour s'adapter au moment. Mon père a commencé à hurler sur le genre de personne que j'étais. « Comment oses-tu faire du mal à ta sœur? Qu'est-ce que les gens vont penser? Le nom de la famille. C'est ma maison, ce sont mes règles. » Plus il criait, moins il avait l'air humain. Sa prise s'est resserrée. J'ai crié de douleur, et il a pris cela pour une autre mise en scène. « Tu penses que c'est drôle ?» a-t-il aboyé. « Tu penses que tu peux humilier cette famille ?» La première gifle est arrivée de nulle part. Paume ouverte, toute sa force. Ma tête est partie sur le côté. J'ai senti le goût du sang là où mes dents avaient coupé ma joue. Mon père ne m'avait jamais frappé auparavant, pas une seule fois. La deuxième gifle m'a projeté en arrière contre le comptoir. Mes hanches ont percuté le rebord, et la douleur a irradié sur mon côté comme une décharge électrique. À travers le flou, j'ai vu Britney dans l'encadrement de la porte. Elle ne pleurait plus, plus du tout. Pas de respiration saccadée, pas de sanglots. Elle était juste calme, elle regardait avec les bras croisés. Un petit sourire satisfait flottait sur son visage, comme si elle venait de gagner quelque chose. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une crise de colère. Ce n'était pas une impulsion. Elle l'avait construit. Elle avait attendu que maman soit partie, avait déchiré son propre t-shirt, étalé son propre maquillage, et choisi une histoire dont elle savait qu'elle ferait exploser mon père. Les larmes et le drame fonctionnaient toujours sur lui, surtout si cela lui permettait de se sentir comme un protecteur. Mon père n'avait pas besoin de preuves, il avait juste besoin d'un coupable. Mon père m'a traîné jusqu'à la porte d'entrée, sa main serrée sur mon bras comme un étau. Je ne le suppliais pas, je n'allais pas lui donner cette satisfaction. J'essayais juste de le faire réfléchir pendant 5 secondes, de lui faire regarder la réalité des faits. Dehors, la tempête avait empiré de façon significative. Le vent hurlait autour de la maison comme une créature vivante. La neige s'accumulait contre la balustrade plus vite que je ne l'avais jamais vue. Il m'a poussé dehors. Je portais un jean, un sweat à capuche léger que je portais tout le week-end, et des baskets en fin de vie. Pas de manteau, pas de gants, pas de bonnet. Le froid fut instantané et brutal. Il m'a coupé le souffle et a oppressé ma poitrine. C'était le genre de froid qui fait mal immédiatement et qui pénètre chaque couche de vêtements en quelques secondes. La porte a claqué. J'ai entendu le peine du verrou glisser avec un clic final et terrible, qui a transpercé le bruit du vent. Je n'ai pas frappé à la porte. Je n'ai pas hurlé, ni supplié. À quoi bon? Il avait fait son choix. À travers la fenêtre, je pouvais voir Britney dans l'entrée, les bras toujours croisés, ce sourire satisfait sur le visage. Elle a vu que je la regardais, et son sourire s'est élargi. Puis, elle s'est détournée et est partie. Mon téléphone était dans ma poche, mais il était inutile. Il avait dû prendre un coup quand ma hanche a percuté le comptoir. L'écran était fêlé et il ne s'allumait plus. Qu'il soit déchargé ou cassé, cela ne changeait rien. J'avais 2 options, rester là et mourir de froid, ou bouger. Ma meilleure amie, Aurora, vivait à 5 pâtés de maison. Par une journée normale, c'était une marche de 10 minutes, grand maximum. Dans un blizzard, avec une visibilité de peut-être 1,50 m et la neige qui tombait comme un mur, c'était une toute autre histoire. La température tournait autour de -15 degrés Celsius selon la météo du matin, avec le vent, on devait être à -30. J'ai découvert plus tard que c'était encore pire que ce que je pensais. J'ai commencé à marcher. Je n'avais pas le choix. Rester immobile signifiait l'hypothermie, cela signifiait mourir sur mon propre perron pendant que ma famille regardait la télé à l'intérieur.
La neige m'est arrivée au-dessus des chevilles immédiatement. À certains endroits, les congères montaient jusqu'à ma taille. Je suis tombé dès le premier pâté de maison, mes mains plongeant dans une neige si profonde que je n'en trouvais pas le fond. J'ai dû m'en extraire. Mes doigts sont devenus engourdis très vite, cette sensation de fourmillement s'est transformée en une absence totale de sensation. Le vent était violent. Il n'était pas seulement fort, il était imprévisible. Il poussait de toutes les directions et me désorientait. Je ne voyais pas à plus de quelques pas devant moi. Les lampadaires n'étaient que des halos flous dans le blanc total, à peine visibles à travers la neige. Chaque maison que je passais avait ses lumières allumées, des lueurs jaunes et chaleureuses à travers les fenêtres fermées par des rideaux. Les familles dînaient, regardaient la télé, faisaient des choses normales de samedi. Je pouvais voir des gens bouger et des enfants jouer, totalement inconscients de ce qui se passait à l'extérieur. Je voulais frapper à chaque porte, mais la honte me forçait à continuer d'avancer. Comment expliquer ça? Ton père t'a jeté dehors parce que ta sœur a menti, et il l'a cru sans poser une seule question. Qui croirait une chose pareille? Au deuxième pâté de maison, j'ai essayé une maison. Je suis monté sur le perron et j'ai levé la main pour frapper. J'ai vu le rideau bouger, quelqu'un a regardé, puis le rideau est retombé. Personne n'est venu ouvrir. Au troisième pâté de maison, je n'avais plus les idées claires. Le froid fait ça, il détraque le cerveau. J'oubliais sans cesse où j'allais et je devais me répéter, la maison d'Aurora. 5 pâtés de maison. Continue de marcher. Ne t'arrête pas. Il y a eu ce moment, peut-être 30 secondes, où j'ai pensé à juste m'arrêter. M'asseoir dans la neige, fermer les yeux, et laisser faire. Cela aurait été facile, paisible même. Mais j'avais l'impression que c'était laisser Britney gagner, comme si cela lui donnait raison d'une certaine manière. Alors j'ai continué. La maison d'Aurora est apparue à travers la neige comme un mirage. La lumière du perron était allumée, une lueur chaude qui perçait la tempête. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. J'ai trébuché dans l'allée et je suis tombé 2 fois en montant les marches du perron. Mes jambes ont simplement lâché, elles ne tenaient plus mon poids. J'ai dû ramper sur les dernières marches sur les mains et les genoux. Je ne pouvais pas frapper car mes mains ne répondaient plus, mes doigts ne voulaient plus se plier. Alors, j'ai donné des coups de pied dans la porte avec le peu de force qu'il me restait. C'étaient des coups sourds et faibles, j'étais sûr que personne ne les entendrait. Puis, Madame Miller a ouvert la porte. Elle a jeté un seul regard et a eu un haut-le-cœur. Elle a eu une brusque inspiration, a porté sa main à sa bouche, et m'a tiré à l'intérieur sans rien demander. Elle a juste attrapé mon sweat et m'a traîné par-dessus le seuil. Ses mains me semblaient brûlantes contre mon visage gelé. Elle a hurlé pour appeler son mari. Monsieur Miller est arrivé en courant du salon et s'est arrêté net en me voyant. Nom de Dieu, a-t-il dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont enveloppé dans des couvertures prises dans le placard du couloir et m'ont installé près de leur cheminée. La chaleur était presque insupportable au début, elle faisait picoter et brûler ma peau. Ils m'ont apporté quelque chose de chaud à boire, mais je ne pouvais pas tenir la tasse. Mes doigts ne coopéraient pas. Madame Miller a dû la tenir pour moi. Pendant la première heure, ils ne m'ont pas laissé m'assoupir. Madame Miller continuait de me parler, me forçait à répondre aux questions, pour s'assurer que je restais réactif. Aurora est descendue, en jogging et sweat. Elle a jeté un regard et ses yeux sont devenus immenses. Oh mon Dieu, a-t-elle dit doucement, restant là, pétrifiée. Les Miller n'ont pas insisté pour avoir des explications tout de suite. Ils se sont concentrés sur mon réchauffement et sur le fait de vérifier que je n'avais pas de gelure grave. Madame Miller a examiné mon visage, sa mâchoire se crispant quand elle a vu la trace de main sur ma joue et le gonflement de ma mâchoire. Monsieur Miller a apporté des vêtements secs, des chaussettes en laine épaisse et un pull trop grand. Je tremblais tout le temps, mes dents s'entrechoquaient si fort que cela me faisait mal. Finalement, Madame Miller a demandé ce qui s'était passé. Elle était douce et prudente, sans me presser. Je leur ai donné la version courte, Britney a menti en disant que je l'avais attaquée. Papa l'a cru sans poser de questions. Il m'a frappé 2 fois, m'a jeté dehors dans la tempête, et a verrouillé la porte. J'ai marché jusqu'ici. Peut-être 30 minutes, peut-être 40. Le temps était devenu flou. Le visage de Monsieur Miller est devenu sombre, dangereux et silencieux. Madame Miller avait l'air de vouloir frapper quelque chose.
Nous devons appeler quelqu'un, a dit Monsieur Miller. Appelle sa mère d'abord, a dit Madame Miller. Ils ont commencé à se disputer. Monsieur Miller voulait appeler le 911 immédiatement. Madame Miller pensait qu'il devait d'abord essayer de joindre ma mère. Si nous appelons la police, ils pourraient le renvoyer là-bas ce soir. Ils ne le renverront pas s'ils voient ses bleus. Monsieur Miller a sorti son téléphone et a composé le 911. Il a mis le haut-parleur. Le répartiteur a répondu, et il a expliqué la situation. Un gamin est arrivé à moitié gelé, avec des blessures visibles provenant d'une agression. Les ambulances sont retardées à cause de la tempête, a dit le répartiteur. Gardez-le au chaud. Gardez-le éveillé. Surveillez ses doigts et ses orteils. Un officier arrivera peut-être plus vite que les secours médicaux. Nous trions les appels par urgence vitale. Les routes sont bloquées dans plusieurs secteurs. Un officier pourrait ne pas vous atteindre avant plusieurs heures. Monsieur Miller a coupé le micro du téléphone et a juré entre ses dents. Ils sont débordés. Ils ont dit que ça pourrait prendre des heures. Le visage de Madame Miller s'est durci. Des heures, a-t-elle répété calmement. Très bien, alors nous faisons tout nous-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent. Elle a pris son appareil photo et a pris des clichés de la marque de main sur mon visage, du bleu sur ma mâchoire, des marques sur mon bras, ainsi que des photos de mes vêtements mouillés et inadaptés. Monsieur Miller a noté l'heure de mon arrivée et ce que je portais. Des preuves chronologiques de base, a-t-il dit, au cas où tu en aurais besoin plus tard. Aurora m'a aidé à aller dans la chambre d'amis vers 21h. Elle m'a montré où était la salle de bain et a laissé la porte entr'ouverte. Une fois que les tremblements ont ralenti et que j'ai pu répondre clairement, ils m'ont enfin laissé m'allonger. La porte était entr'ouverte, les lumières allumées, et ils venaient me voir régulièrement. Mes parents vont contacter ta mère dès qu'ils pourront la joindre. Mais tu es en sécurité ici ce soir. Merci. Pourtant, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de vérifier la fenêtre et la porte, pour m'assurer qu'elle était bien verrouillée. Vers 1h du matin, j'ai entendu le téléphone de la maison sonner. Monsieur Miller a répondu. Qui est-ce? Il y a eu un silence. Non, nous ne le laissons pas sortir. C'est un blizzard. Il reste ici. Sa voix est devenue plus dure. Je me fiche de votre version des faits. Votre fils est arrivé ici à moitié mort de froid avec une trace de main sur le visage. Un autre silence. N'y pensez même pas. Si vous vous présentez devant cette maison, j'appelle la police immédiatement. Vers 2h, j'ai entendu une voiture dehors. Des bruits de pas sur le perron, un coup à la porte. Monsieur Miller a ouvert. C'était une voix différente cette fois, officielle. Bonsoir. Nous avons reçu un appel concernant un mineur fugueur à cette adresse. Et nous avons aussi reçu un appel distinct de cette même adresse concernant un mineur blessé. Ce n'est pas un fugueur, a dit Monsieur Miller. Son père l'a agressé et l'a jeté dehors dans un blizzard. Nous devons quand même effectuer un contrôle de bien-être. Dans notre ville, le commissariat était proche et ils étaient déjà de sortie pour répondre aux appels liés à la tempête. Monsieur Miller est apparu à ma porte. La police veut te parler. Tu n'as pas à repartir avec eux. Je suis sorti. 2 policiers étaient dans le salon. Ils ont regardé mon visage, les bleus, et leurs expressions ont changé. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? A demandé le policier le plus âgé. Mon père m'a frappé. Pourquoi? Ma sœur a menti en disant que je l'avais attaqué. Il l'a cru. Où est ta mère? À quelques heures d'ici, elle s'occupe de sa sœur. Les policiers ont échangé un regard. Ton père a appelé en disant que tu avais fugué. Il a dit qu'il était inquiet pour toi. Je n'ai pas fugué. Il m'a jeté dehors. Le plus vieux policier a pris des notes et a photographié les bleus. Nous ouvrons un rapport. Ta mère pourra voir avec nous la suite des événements quand elle arrivera. Après leur départ, Aurora a frappé doucement. Tu ne dors pas non plus? Pas vraiment. Elle s'est assise par terre contre le mur, pas trop près, pour me laisser de l'espace. Mes parents ne laisseront rien t'arriver. Moi non plus. Tu ne peux pas le promettre. Non, mais on va vraiment essayer. Cela m'a vraiment aidé. Madame Miller a réussi à joindre maman vers 7h30 le lendemain matin.
Elle a trouvé un voisin commun qui avait le numéro de la sœur de maman. Maman est arrivée chez les Miller vers 10 heures. Elle était partie avant le lever du soleil et avait conduit avec crispation tout le trajet. Quand elle m'a vu, son visage a exprimé une émotion que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de chagrin et de pure fureur. Madame Miller lui a montré les photos et lui a tout expliqué. Maman regardait chaque photo, sa mâchoire se serrant à chaque image. Elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Puis elle a reculé, a étudié mon visage, et a effleuré les bleus du bout des doigts, si doucement que je le sentais à peine. Nous allons à l'hôpital, tout de suite. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu as des gelures potentielles et des blessures d'agression documentées. On y va. Elle m'a emmené aux urgences et a fait tout documenter officiellement. Le médecin a examiné les bleus et a noté le motif, trace de main sur la joue gauche, bleu qui s'étendait sur la mâchoire, marque en forme de doigt sur le haut du bras droit. Ils ont vérifié mes mains et mes pieds pour les gelures. Il y avait des dommages mineurs sur 3 doigts et 2 orteils. Le médecin des urgences a pris beaucoup de notes et a déclaré qu'elle était tenue de déposer un signalement en tant que témoin obligatoire. Maman l'avait déjà devancé. J'appelle les services de protection de l'enfance dès que nous sortons d'ici. Maman m'a acheté un smartphone basique cet après-midi-là. Rien de sophistiqué, mais elle refusait de prendre le risque que je sois à nouveau injoignable. Nous sommes revenus chez les Miller vers 13 heures. Maman a passé l'appel aux services sociaux depuis sa voiture et leur a donné des détails précis. L'assistante sociale semblait surchargée de travail et fatiguée. Est-ce que c'est déjà arrivé auparavant? Non. Des antécédents de violence dans le foyer? Pas de violence physique, non. Ils ont programmé une visite à domicile pour le lundi et ont dit qu'ils enverraient quelqu'un parler à mon père. Puis, elle nous a conduits à la maison. Enfin, à la maison. Ce n'était plus mon foyer. Quand nous sommes entrés, mon père était assis à la table de la cuisine avec son café et le journal du dimanche, toujours en peignoir. Le verre brisé de la veille avait été balayé. La cuisine paraissait normale. Il a levé les yeux, et son visage est passé de la surprise à la culpabilité en me voyant. Les bleus étaient spectaculaires à ce moment-là, violets et jaunes. Il a ouvert la bouche. Maman a levé une main. Ne parle pas, écoute. Sa voix était calme mais possédait une puissance qui remplissait la pièce. Britney est apparue dans l'encadrement de la porte, toujours en pyjama. Elle s'est figée en nous voyant. Maman s'est tournée vers elle. Quoi que Britney ait vu dans ce regard, cela l'a obligée à faire un pas en arrière. Maman a exposé les faits. C'était froid, clinique, sans aucune émotion. L'emploi du temps prouvait que j'étais à la table de la cuisine. La famille Miller témoignerait de mon état à mon arrivée. Les photos documentaient les blessures. Les dossiers médicaux confirmaient des gelures mineures et des blessures dues à l'exposition au froid. Il y avait un signalement obligatoire des urgences et un rapport de police suite au contrôle de bien-être. Faire 5 pâtés de maison par ce temps était potentiellement mortel, a dit maman. La température était de -15 degrés, le ressenti de -30. Dans ces conditions, chaque minute compte. Il aurait pu mourir là-bas. Mon père a essayé d'interrompre. J'essayais de protéger. Tu protégeais ton orgueil, a tranché maman. Tu as ignoré des contradictions évidentes parce que c'était plus facile que d'admettre que tu avais tort. Elle s'est tournée vers Britney. Dis la vérité maintenant. Tout. Le silence s'est étiré. Finalement, les épaules de Britney sont tombées. Les aveux sont sortis avec réticence. Elle voulait aller au centre commercial, s'était mise en colère qu'on lui dise « non » et avait décidé de créer une distraction assez grosse pour que papa oublie la dispute d'origine. Elle savait que le moyen le plus rapide de le contrôler était de le mettre en colère contre moi. Oui, elle avait déchiré son propre t-shirt. Oui, elle avait étalé son maquillage. Oui, elle avait inventé toute l'histoire. Tout était fabriqué. Le visage de mon père est devenu gris. Puis maman a craqué, juste une seconde, toute cette fureur contenue a ressurgi. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez fait? Tu as failli le tuer ton fils parce que tu étais trop fier pour poser une seule question. Une seule. Mon père a tressailli. Sors de ma vue, lui a-t-elle dit. Prépare tes affaires et pars. Elle s'est détournée et a pressé ses paumes contre le comptoir, prenant de grandes inspirations.
Après environ 10 secondes, elle s'est retournée, sa voix redevenue calme. Désolé, ce n'était pas utile. Mais au fond, ça l'était. La réponse de maman fut systématique une fois qu'elle eut repris le contrôle. Tu déménages aujourd'hui. Les documents de divorce seront déposés demain matin. J'ai déjà parlé à un avocat, et tout ce qui vient de l'hôpital et de la police est documenté. Mon père a essayé d'argumenter. Le visage de maman est resté dur comme du granit. Tu as failli tuer ton fils. C'est un manque de jugement catastrophique. Britney a eu ses propres conséquences. Tu finiras l'année scolaire ici. Ensuite, tu iras vivre avec ton père. Britney a commencé à protester. Maman l'a coupé. Tu l'as vu geler sur le perron et tu as souri. Ce n'était pas une erreur. C'était de la cruauté. Mon père a fait ses bagages sous la surveillance de maman. Il a essayé de s'excuser auprès de moi 3 ou 4 fois, la voix tremblante. Les mots semblaient vides. Pardon, n'efface pas une agression. Il a tendu la main vers une photo encadrée sur la cheminée et une photo de maman et moi comme s'il avait encore un droit dessus. La main de maman a jailli. C'est à moi. Continue tes bagages. Il a retiré sa main et est retourné à sa valise sans discuter. Il est parti vers 15 heures. Maman est restée près de la porte à regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse. Puis elle a passé d'autres appels, ordonnance de protection d'urgence, audience de garde d'urgence, avocat spécialisé en divorce. Documentation, documentation, documentation. L'assistante sociale est venue le lundi après-midi. Elle m'a interrogé séparément et m'a posé des questions directes. Est-ce que ton père t'a frappé? Oui. Plus d'une fois. 2 fois. Elle a pris beaucoup de notes. Elle a mis en place un plan de sécurité, mon père ne pouvait pas se trouver dans la même résidence que moi. Pas de contact sans surveillance. Des points hebdomadaires avec les services sociaux. Mon père a dû suivre des cours de gestion de la colère. S'il violait une partie du plan, les services sociaux le signaleraient au tribunal et à la police, et le juge pourrait imposer des sanctions pénales. Mon père a signé. On pouvait le voir bouillir de rage intérieurement. Maman a demandé la garde d'urgence le jour même et a déposé le divorce le mardi matin. Mon père a engagé son propre avocat et a essayé de se battre. Son avocat lui a conseillé de ne pas le faire. Vous avez agressé un mineur et l'avez enfermé dehors en plein blizzard. Vous avez de la chance de ne pas faire face à des poursuites pénales. L'école a repris le lundi suivant. C'est là que les choses sont devenues vraiment pénibles. Quelqu'un a raconté à l'école ce qui s'était passé. Le mardi matin, tout le monde en connaissait une version. L'histoire s'est déformée. Certains pensaient que j'avais réellement attaqué Britney, d'autres avaient entendu dire que j'avais été arrêté. Les discussions de groupe propageaient les rumeurs plus vite que je ne pouvais les suivre. L'école m'a convoqué pour une réunion le mercredi, à la 2e heure. J'ai dû marcher devant tout le monde, sous les regards pesants. Ils utilisaient un langage prudent, protocole de sécurité, mesures de précaution. Nous voulions faire un point, a dit le principalet. Je vais bien. La conseillère d'orientation, Madame Rivera, s'est penchée en avant. Cela a été difficile. Tu veux en parler? Non. Et a remué sur sa chaise. Question rituelle, as-tu des pensées violentes? Non. Tu comprends pourquoi les gens pourraient être inquiets? Pas vraiment, puisque je n'ai rien fait de mal. Rivera a pris un air peiné. Nous essayons de nous assurer que tout le monde se sente en sécurité. Tout le monde, ça veut dire Britney, entre autres? Ils ont changé mon emploi du temps ce jour-là. Ils m'ont retiré de 2 cours que j'avais avec Britney, ont changé mes heures de déjeuner, et m'ont mis dans une autre section de sport. Ils n'ont pas prononcé le mot « prédateur », mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Les professeurs me regardaient différemment avec méfiance. Les filles gardaient une distance, changeaient de place, et demandaient à changer de partenaire de laboratoire. Amanda a été très explicite. Nous étions partenaires de biologie depuis le début de l'année. Le jour de mon retour, elle a demandé à changer, disant qu'elle serait plus à l'aise. Le professeur a accepté sans poser de questions. Le déjeuner est devenu un moment d'isolement. Une table dans un coin. Je mangeais seul.
J'ai commencé à apporter un livre pour faire croire que c'était un choix, et non un exil. Aurora est restée à mes côtés et s'est assise avec moi au déjeuner le jeudi. « Salut », a-t-elle dit. « Tu n'es pas obligé. » Je sais. Certains de ses amis ont pris leur distance, mais elle s'en fichait. Je l'ai entendue se disputer avec l'un d'eux dans le couloir une fois. Elle est venue déjeuner avec les yeux rouges le lendemain, et s'est assise quand même. Un jour, après les cours, Britney a coincé Aurora sur le parking. « Tu devrais faire attention avec lui. Il n'est pas stable. » Aurora l'a regardé longuement. « Tu t'inquiètes pour moi? » « Oui. » « Après ce qu'il a fait? Après ce sur quoi tu as menti? Tu veux dire? » « Je n'ai pas menti. Ton histoire ne tient même pas debout. Il avait un téléphone à clapet sans SMS. Ton emploi du temps était impossible. Tu as été piégé dans 3 mensonges différents. Alors non, je ne m'inquiète pas pour lui. Je m'inquiète pour le problème que tu as dans ta tête. Le visage de Britney est devenu rouge. Elle a tourné les talons et est partie. Pendant ce temps, Britney a déposé une plainte en disant qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Elle disait que je l'avais fixée du regard dans le couloir de l'LC. L'école a enquêté, a visionné les caméras, et n'a rien trouvé car mon casier était dans l'aila. C'était physiquement impossible. Après la 2e fois où ils n'ont rien trouvé, même le personnel a commencé à la regarder différemment. Mais la plainte avait quand même fait des dégâts. L'entraîneur Wilson m'a pris à part avant le sport et a dit qu'il y avait eu des inquiétudes concernant les vestiaires. Il m'a demandé si je pouvais me changer dans les cabines des toilettes. Je n'ai pas discuté. Un professeur m'a cru, cependant. Monsieur Patterson, prof d'histoire, m'a appelé. Je sais ce qui s'est passé. J'ai déjà eu Britney en cours. Si tu as besoin d'une attestation de moralité, fais-le-moi savoir. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que la vérité compte. En mars, Patterson a proposé mon nom pour un concours académique régional. J'ai été accepté et j'ai commencé à me préparer, ayant enfin quelque chose sur quoi me concentrer. 2 jours avant le concours, le principal m'a appelé. Je suis désolé, ta place est révoquée. Pourquoi? Je l'ai mérité. Plainte du conseil d'administration de l'école. Te voir représenter l'école envoie un mauvais message. Je n'ai commis aucune violence. Chaque enquête m'a blanchi. Pour eux, l'image compte plus que les faits. J'ai perdu ma place au concours. Mon père a violé l'ordonnance de protection en février. Il s'est présenté à la sortie de l'école, et la sécurité l'a escorté dehors. La 2e violation a eu lieu en mars, à l'épicerie. Mon père nous a barré la route. Je veux juste parler. Tu dois partir, a dit maman. Le gérant du magasin l'a forcé à partir. Le juge a prolongé l'ordonnance de protection et a prévenu qu'une 3e violation signifierait la prison. Un des amis de mon père s'est présenté chez nous. Greg, je travaille avec ton mari. Je voulais juste discuter. Il n'y a rien à discuter. Je suis sûr que c'est un malentendu. Il a fait une erreur sous le coup du stress. Je le connais depuis des années. Il a agressé mon fils et l'a jeté dans un blizzard. Maman a fermé la porte. L'audience pour la garde a eu lieu fin mars. Mon père s'est présenté dans son meilleur costume, jouant l'homme d'affaires respectable, rasé de près, chemise repassée. Son avocat répétait sans cesse que c'était juste un parent inquiet qui avait surréagi sous le stress, une erreur passagère de jugement. Cela semblait répété, comme s'il avait fait le même discours 100 fois. L'avocat de maman a présenté les preuves principales, les photos de cette nuit-là montrant le bleu de la main, le gonflement et les marques, les documents des urgences listant chaque blessure, le témoignage de la famille Miller sur mon état à mon arrivée, hypothermique, désorienté, traumatisme physique, et les dossiers scolaires montrant les antécédents de manipulation et de faux rapports de Britney contre d'autres élèves. L'horodatage de la plateforme de devoir comporter un avertissement, les heures sont approximatives et peuvent varier jusqu'à 5 minutes. L'avocat de mon père a sauté sur l'occasion immédiatement, essayant de créer un doute raisonnable. Les images de la sonnette du voisin avaient été écrasées à cause du stockage tournant de 30 jours, nous avions dépassé ce délai. Ce n'était pas parfait, mais les preuves physiques étaient accablantes. J'ai dû témoigner. J'étais assis dans ce fauteuil, sentant tous les regards sur moi.
L'avocat de mon père a d'abord tenté l'angle de la sympathie. N'aimes-tu pas ton père? Non. Il a eu l'air surpris. Ne penses-tu pas que c'est dur? Il a failli me tuer. Ça me semble assez dur aussi. Il a essayé un autre angle. Ton père a fait une erreur sous le coup du stress, n'est-ce pas? Nous faisons tous des erreurs. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Son visage était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Il a ignoré des preuves évidentes parce que c'était plus facile que d'admettre qu'il avait tort. Il a choisi son orgueil plutôt que ma sécurité. Ce n'est pas une erreur. C'est un problème de caractère. La mâchoire de mon père s'est crispée. Son avocat est passé rapidement à autre chose. Comme il s'agissait d'allégations entre frères et sœurs, le tribunal a nommé un tuteur ad litem pour Britney. C'est la procédure standard lorsque des mineurs s'accusent mutuellement. Britney a témoigné. Le tuteur avait déconseillé de le faire, mais mon père avait insisté. Il pensait qu'elle pourrait charmer le juge, probablement en jouant le rôle de l'adolescente innocente. Elle a essayé l'angle des excuses tellement désolée, vivant avec la culpabilité, souhaitant pouvoir revenir en arrière, ayant appris sa leçon. L'avocat de maman est allé droit au but de la chronologie. Vous avez dit que votre frère vous avait attaqué vers 16h15? Oui. Et vous avez dit qu'il vous envoyait des SMS menaçants depuis des mois? Oui. Quel genre de téléphone possède votre frère? Il y a eu un long silence. On pouvait l'avoir essayé de calculer la bonne réponse. Je ne. Un téléphone normal. Un téléphone à clapet sans capacité de SMS. C'est exact? Le visage de Britney est devenu rouge. Il aurait pu emprunter le téléphone de quelqu'un pour des mois de SMS sans que vous ou vos parents ne le remarquiez? Et la plateforme de devoir montre sa dernière activité à 16h23. Il était visible à la table de la cuisine pendant tout ce temps. Il y a de multiples contradictions dans votre chronologie. Souhaitez-vous réviser votre déclaration? Britney a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, mais pas parce qu'elle se sentait mal. C'était parce qu'elle était piégée, et que tout le monde le voyait. Le juge a accordé la garde totale à maman, sans aucun droit de visite pour mon père. La décision citait son « échec de jugement catastrophique », sa « violence sans preuve » et sa « mise en danger délibérée. Vous avez failli tuer votre enfant. Votre orgueil importait plus que sa sécurité. Ce tribunal ne vous donnera pas l'occasion de le mettre à nouveau en danger. Lors de l'examen financier, l'avocat a signé les relevés bancaires et a trouvé un compte dont maman ignorait l'existence, 12,000 $ sur un compte d'investissement séparé. Le juge a ajusté le partage à cause de ces fonds cachés et du résultat de la garde. Le règlement a été modifié, maman a reçu 68% au lieu de 50/50. Nous avons déménagé en avril dans un 3 pièces plus petit à l'autre bout de la ville, mais c'était chez nous, à maman et à moi. Pas de trahison, pas de violence. Elle m'a laissé choisir la couleur de ma chambre, un bleu marine foncé. Nous avons passé tout un week-end à peindre avec de la musique, appréciant simplement d'être dans le même espace. Je portais plusieurs couches de vêtements, même quand il ne faisait pas froid. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Britney a emménagé avec mon père en juin. Son nouvel appartement était un 2 pièces bas de gamme avec des murs fins et un bruit constant. Son travail d'agent immobilier s'est tari rapidement. Les clients s'en allaient, son agence a arrêté de lui donner des contacts, et ses amis se sont éloignés. Il gagnait à peine 4,000 $ par mois, et cet appartement était tout ce qu'il pouvait se permettre. Britney détestait ça. Sa nouvelle école était plus dure, pleine de jeunes qui se moquaient de son ancien statut social. Mon père a continué de violer l'ordonnance de protection. Chaque renouvellement s'accompagnait d'un nouvel incident. À l'automne de mon année de première, il s'est présenté à mon exposition de robotique. La sécurité l'a expulsé. Le juge a prononcé une peine de 30 jours avec sursis et a prévenu que la prochaine violation signifierait la prison. Cela l'a enfin calmé. Pendant ce temps, ma vie s'est stabilisée. Sans le chaos à la maison, le travail scolaire avait de nouveau du sens. L'appartement de maman était calme, organisé et sûr. Je ne vivais plus dans l'attente de la prochaine explosion, je n'analysais plus chaque mot qui sortait de ma bouche. Les maths ont fini par devenir claires. Les dissertations d'anglais n'étaient plus des batailles perdues d'avance.
Les professeurs ont remarqué le soulagement dans ma voix, ils ne cherchaient pas à le cacher. Mes notes ont grimpé en flèche. Mes B sont devenus des A. J'ai figuré au tableau d'honneur lors des 2 semestres de première. L'année suivante, j'ai rejoint le club de robotique. Je me suis fait des amis qui ne connaissaient rien à mon passé et qui s'en fichaient et ils voulaient juste construire des choses et faire des blagues idiotes. Aurora et moi nous sommes rapprochés. Ce n'était pas romantique au début, juste des sessions de révision qui ressemblaient à du vrai travail, des cinémas le week-end et de l'aide pour les devoirs. C'était le genre de normalité qui ressemblait à de l'air pur. Elle avait cette stabilité en elle. Quand je partais en vrille à cause d'un commentaire à l'école ou d'une notification d'ordonnance de protection, elle s'asseyait simplement avec moi. Elle écoutait sans essayer de me réparer. « Tu t'en sors bien », disait-elle parfois. Jamais de manière dramatique, juste comme un fait. C'était étrangement apaisant. Dès la terminale, je documentais tout, date, heure, termes exacts, témoins. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la survie. Les tentatives de messages de Britney par des amis communs, les messages vocaux de papa, les rumeurs qui traînaient à l'école, maman et moi enregistrions tout. J'avais appris que les gens croient les preuves, pas les adolescents. L'année de terminale fut plus calme. Ma réputation est passée de « suspect » à « gamin qui s'est fait avoir ». Ce n'était pas encore génial, mais c'était suffisant pour que certains camarades me traitent enfin comme une personne. J'ai été accepté dans 3 bonnes universités. L'université d'État offrait la meilleure bourse et un bon programme d'ingénierie. C'était assez loin pour respirer, mais assez près pour voir maman le week-end. Aurora postulait à des programmes de droit à quelques heures de moi. Nous n'avions pas parlé de nous coordonner, mais nous savions tous les deux que quelque chose changeait. J'ai terminé 3e de ma promotion. Maman a pleuré des larmes de joie et de fierté. Elle m'a serré si fort qu'elle a failli me casser une côte. C'était la première fois que quelqu'un me disait qu'il était fier de moi et le pensait vraiment. Mon père n'est pas venu, l'ordonnance de protection était toujours active. Honnêtement, je préférais qu'il en soit ainsi. L'université fut une page blanche. Une nouvelle ville, de nouveaux visages, personne qui ne chuchotait sur l'incident. Pour la première fois depuis mes 14 ans, je me sentais comme n'importe quel autre étudiant marchant sur le campus, au lieu d'être une simple histoire à raconter. Aurora s'est retrouvée dans une école à environ 1 heure de la mienne. Nous sommes restés en contact, nous avons commencé à nous voir plus souvent pendant les vacances, et nous nous écrivions tous les jours au lieu de tous les quelques jours. Quelque chose a changé en 2e année. Nous révisions ensemble pendant les vacances d'hiver chez elle, des manuels de chimie étalés sur la table de sa cuisine. Elle a levé les yeux de ses notes. Alors, on va en parler ou on continue de faire semblant? Parler de quoi? De nous. De ça. De ce qu'on est en train de vivre. J'ai posé mon crayon. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je ne sais pas. Mais je sais que tu m'as manqué quand tu n'étais pas là. Et pas seulement un manque amical. Tu m'as manqué, vraiment. Le genre de manque où je pense à toi n'importe quand dans la journée. Ouais, moi aussi. Alors, on fait quoi? Je suppose qu'on va trouver la solution. Et nous l'avons trouvée. Lentement, prudemment, sans pression. Nous avons commencé à sortir ensemble officiellement au semestre de printemps. La distance était agaçante mais gérable. Elle descendait certains week-ends, je montais les autres. Ça marchait parce que nous le voulions tous les deux. Il m'a fallu des mois pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Quand je l'ai enfin fait, elle a juste écouté. C'est vraiment horrible, a-t-elle dit. Mais tu gères ça super bien. Elle ne m'a pas traité différemment après ça. Elle a juste continué d'être Aurora. Cela signifiait plus que je ne pouvais l'expliquer. Nous avons obtenu nos diplômes à 1 semaine d'intervalle. Nous avons tous les deux trouvé du travail dans la même ville et avons pris un appartement ensemble après 3 ans de relation. Maman a approuvé, elle avait toujours aimé Aurora. Mon père a essayé de me recontacter quand j'avais 24 ans. Une lettre a été envoyée à l'adresse de maman, un long texte sur le regret et le changement. Je l'ai lu une fois. Les mots semblaient justes, mais le ton n'allait pas. C'était encore tourné vers ses besoins à lui, il ramenait tout à lui. J'ai répondu par une seule phrase, « Je ne te pardonne pas et je ne veux aucun contact ». Il a réessayé 6 mois plus tard, je n'ai pas répondu. Britney m'a contacté vers la même époque.
Elle m'a trouvé via les réseaux sociaux et m'a envoyé un message disant qu'elle voulait parler. Je l'ai bloqué sans répondre. Puis maman m'a appelé il y a 3 mois. Ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. Il demande à te voir. Non. Je m'en doutais. Je voulais juste que tu sois au courant. Il est mort 2 jours plus tard. Je ne lui ai pas rendu visite. Je ne me suis pas senti coupable pour autant. Les funérailles étaient modestes, peut-être 30 personnes. Les parents de mon père ne sont pas venus, ils avaient coupé les ponts avec lui des années auparavant, après que maman leur eut montré les photos. Il y avait quelques connaissances de travail et quelques cousins éloignés qui se sentaient probablement obligés d'être là. Je suis resté au fond et je n'ai pas participé. Je n'ai pas chanté les hymnes, je n'ai pas baissé la tête pendant les prières, j'ai juste observé. Britney était là. Elle avait pris du poids et avait cet air usé que donnent des années de conséquences accumulées. Elle avait des cernes sous les yeux, une robe bon marché qui ne lui allait pas, les cheveux ternes et mal coupés. Après le service, elle m'a trouvé sur le parking. Je me dirigeais vers ma voiture quand je l'ai entendue m'appeler. « Est-ce qu'on peut parler ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante et incertaine. « Non. S'il te plaît. Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Non. Elle a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas les sanglots théâtraux de cette nuit d'il y a 12 ans. C'étaient de vraies larmes. Salie, désespérée, avec de la morve coulant sur son visage. « Je suis désolée, » a-t-elle dit. « Je sais que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais je suis désolée. J'avais 17 ans, j'étais stupide et je ne pensais pas, tu as souri, les yeux coupés. Tu m'as regardé gelé sur ce perron et tu as souri. Puis tu es parti. » Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. « Je sais. J'ai été horrible. J'ai dû vivre avec ça chaque jour. Est-ce que tu sais ce qu'a été ma vie? Est-ce que tu le sais? Je m'en fiche de ce qu'a été ta vie. On est de la même famille. Non, on ne l'est pas. La famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille ne ment pas comme ça. La famille ne sourit pas pendant que tu es en train de mourir. » Je me suis tourné pour partir. Elle a attrapé mon bras pas fort, juste désespérément, essayant de me retenir. Je me suis dégagé brusquement. « Ne me touche pas. J'essaie de réparer les choses. J'essaie. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin que je te dise que c'est bon, pour que tu puisses te sentir mieux dans ta peau et continuer ta vie. Mais je ne te dois pas ça. Je ne te dois rien. Mais j'ai changé. Je ne suis plus cette personne. Je suis en thérapie depuis des années. Je comprends que ce que j'ai fait était mal. Je comprends les dégâts. Tu ne peux pas réparer ça. Ce que tu as fait ne s'efface pas avec des excuses et quelques séances de thérapie. C'est là, c'est tout. Tu as détruit cette famille. Tu as failli me tuer. Et pourquoi? Pour pouvoir aller au centre commercial? Pour éviter d'être puni? Son visage s'est décomposé. J'étais une enfant. Je ne comprenais pas les conséquences. Tu avais 17 ans. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as déchiré ton propre t-shirt. Tu as étalé ton propre maquillage. Tu as pleuré sur commande. Tu étais là, tu as menti en plein visage de papa, et tu étais doué pour ça. Puis tu as souri pendant que je gelais. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est de la cruauté. C'était calculé. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont des accidents. Toi, tu as planifié ça. Tu as attendu que maman soit partie. Tu savais que papa te croirait sans poser de questions. Elle sanglotait maintenant, un vrai pleur affreux. J'ai changé. Je te jure que j'ai changé. J'essaie d'être une meilleure personne. Tant mieux pour toi. Mais ton chemin vers la rédemption ne m'intéresse pas. Trouve quelqu'un d'autre pour t'absoudre. Trouve un prêtre ou un thérapeute ou qui tu veux, mais laisse-moi en dehors de ça. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Elle est restée là, sur le parking, à pleurer avec son mascara qui coulait sur son visage. Mais cette fois, personne ne venait la consoler. Personne n'allait croire son histoire ou prendre son parti. Je suis parti sans un regard en arrière. Aurora m'attendait à l'appartement. Alors, comment ça s'est passé?
Comme on pouvait s'y attendre. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et c'était vrai. Pas de colère, pas de douleur, juste cette certitude tranquille. J'ai construit une belle vie malgré ce qu'ils ont fait. J'ai eu mon diplôme, un travail solide, et quelqu'un qui tient vraiment à moi. C'est ça, la vraie vengeance, ne pas souffrir, juste vivre bien. Le moment qui me reste en mémoire, ce n'est pas la trahison, la violence, ou la tempête. C'est maman ouvrant cette porte le dimanche matin, cette détermination absolue dans ses yeux. Maman m'a choisi sans hésitation. Aurora a choisi de me croire. Ce sont ces personnes-là qui comptent.